Eh oui, le débat du jour s'intéresse au travail, chers amis téléspectateurs. Le travail entre liberté et oppression, c'est la thématique de ce matin. Quelle valeur nous donnons au travail entre liberté et oppression? Le travail nous rend-il plus heureux aujourd'hui? Était-on plus heureux hier qu'aujourd'hui? On va en parler avec mes différents invités. Kodjo, Alain, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes secrétaire général de COSI, Bénin. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Alors, juste en face de vous, nous avons Justino Vieira. Bonjour Rachida, bien maman. Bonjour le plateau et mes téléspectateurs, bonjour. Vous êtes chef d'entreprise. Merci d'être sur ce plateau. Et par ailleurs, vous êtes coach de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Merci. Juste à côté de vous, nous avons la seule dame du plateau ce matin, Lamatou Alassane Ouassangari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice du travail, n'est-ce pas? Exactement. Alors, aujourd'hui, c'est le 1er mai. Et ma première question va s'adresser à Monsieur Kodjo Hala. La première question, elle est celle-ci. Comment appréciez-vous l'environnement du travail aujourd'hui au Bénin? C'est la première question. Merci, Rachidat. D'entrée, je salue les téléspectateurs de la SRTB. Oui. C'est bien ça? Oui, bien sûr, c'est la SRTB. Et vous êtes sur Bénin TV, précisément. Voilà, Bénin TV. Merci. Oui. Je peux dire l'environnement du travail au Bénin, ce n'est pas encore le meilleur environnement qu'on aurait souhaité. Et il est tout aussi vrai que ce n'est pas le pire environnement que nous avons. Mais l'environnement du travail que nous avons au Bénin, c'est un environnement qui permet quand même à chacun de vaquer à ses occupations professionnelles et quotidiennement. Et bon, je disais que ce n'est pas le meilleur qu'on aurait souhaité parce que ce n'est pas encore ce qu'on aurait aimé. Parce que en allant au boulot tous les matins, est-ce que tout le monde est content, a du plaisir à courir pour aller sur son lieu de travail? C'est une grande question à laquelle on va répondre dans un moment. Si vous le permettez, nous allons prendre la direction de Boïkan pour retrouver tout de suite mon cher Blaise Adanko qui est sur le tour cycliste du Bénin. Il va nous faire un point d'étape, n'est-ce pas, de cette compétition annuelle. C'est le grand rendez-vous du cyclisme. Blaise Adanko, bonjour. Bonjour Blaise. Blaise qui va dans un moment nous faire un point du tour cycliste du Bénin. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quelles sont les étapes à courir aujourd'hui? Si tout va bien, on va retrouver une fois encore Blaise Adanko. Bonjour Blaise. Alors, nous revenons ici en plateau. SG COSI Bénin, vous l'avez dit, l'environnement du travail, ce n'est pas encore le meilleur environnement, mais c'est tout de même un environnement sécurisé. Est-ce qu'on peut parler d'environnement véritablement sécurisé dans le contexte béninois actuel? Je pense qu'on doit avoir un peu de réserve. D'accord. Parce qu'au regard d'un certain nombre de tests législatifs qui ont été pris pour encadrer le monde du travail, le travailleur est beaucoup plus en insécurité du fait donc de la facilité offerte aux employeurs de licencier, d'offrir des contrats à durée déterminée indéfiniment. D'accord. Il y a un certain nombre de choses qui véritablement ne sécurisent pas le travail dans notre pays. Et je pense quand même que, comme je le dis, tout n'est pas mauvais. D'accord. Il y a des points positifs, mais en matière de sécurité au travail, je crois que le travailleur ne se sent pas suffisamment protégé aujourd'hui en allant dans son service. On va y revenir. Mon cher Justino Vieira, comment vous appréciez aujourd'hui l'environnement du travail au Bénin? Merci beaucoup pour la question, Madame Bien-Maman. J'aimerais, avant de me pencher sur votre question, me sacrifier aux civilités du jour pour souhaiter
une bonne et joyeuse fête du travail à toute la population béninoise. L'environnement du travail au Bénin, la situation est discutable. L'appréciation est différemment appréciée, diversement appréciée. D'un côté, nous permet de dire que c'est bien, et d'un autre, dire qu'il y a quand même des points d'amélioration. Nous n'allons pas tout rejeter. Le niveau n'est pas encore ce qu'on aurait souhaité, mais il y a quand même des avancées. J'aimerais noter comme avancée, par exemple, l'obligation de déclarer le personnel domestique. J'aimerais noter comme avancée, par exemple, le partenariat. Oui, Justino Vieira, si vous le permettez, Blaise est en position en réalité pour nous relater un peu comment les choses se passent sur le Tour cycliste du Bénin. Nous allons une fois encore tenter de le joindre. Bonjour Blaise. Bon, candidat Biomaman, bonjour à tous les téléspectateurs de Bénin TV. Oui, nous sommes sur cette ligne de départ de la 4e étape du Tour du Bénin. Un départ entre le Boycon et Atiémé. C'est au total 110 km à parcourir pour les coureurs qui sont donc en train de se préparer. Je crois bien évidemment que les enregistrements sont terminés. Et ce qu'on peut vous dire, Rachidat Biomaman, c'est que oui, on aura certainement une étape véritablement animée, une 4e étape animée, au vu bien évidemment de l'écart entre le maillot jaune, le Sud-Africain Hansberg, qui a juste 6 secondes d'écart sur son poursuivant direct, le Marocain Ibrahim Essebahi. Et pour nous parler véritablement des enjeux de cette 4e étape, je suis avec Monsieur Radio Tour, Albert Ogoudedji, c'est lui qui nous donne toutes les informations de ce Tour du Bénin quand on est bien évidemment sur nos routes. Albert, bonjour. Bonjour à vous, Blaise Adampo, bonjour à toutes, bonjour à tous. Parlant d'enjeux, de toute façon, vous l'avez dit, le contre-la-montre par équipe hier a été un vrai juge de paix. Il a raccourci, en tout cas, il a rebattu les cartes de ce Tour du Bénin. Au départ ce matin, le maillot jaune n'a que 6 secondes sur son dauphin au classement, Ibrahim Essebahi, mais pas que ça, il a 24 secondes sur le 3e. Donc c'est un podium qui se tient en 24 secondes. Pas loin au pied du podium, on a le coureur de Universal Cycling, Tom Ishfeu, qui est à 27 secondes. Et puis l'éternel Clovis Kamzonga Bossolo de Team SNH qui est à 55 secondes. Donc on a un top 5 de ce Tour du Bénin après 3 étapes qui se tient en 55 secondes. Il y aura donc une course nerveuse entre les équipes sud-africaines, marocaines, l'équipe des Philippines, des Pays-Bas et du Cameroun qui vont se neutraliser. Il n'y aura pas de bon de sortie pour ces équipes-là. Chacun va vouloir essayer, parlant de coureurs, d'empêcher en tout cas l'adversaire, le rival de partir dans la quête du maillot jaune. Ça peut donc, dans le cas d'espèce, profiter à une échappée. S'il y a une échappée de coureurs pas dangereux au classement général qui tentent de partir, les leaders qui seront en train de se regarder entre eux et de se neutraliser vont peut-être laisser la chance à cette échappée-là. Pourquoi pas aux Béninois dans le cas d'espèce aujourd'hui, parce qu'ils n'ont plus grand-chose à jouer dans la quête du maillot jaune. Mais aller chercher une victoire d'étape, c'est possible. Et pourquoi pas aujourd'hui, par exemple. On a vu l'année dernière sur cette même étape l'arrivée à Atiémé, c'était Victor Lebon qui l'avait remporté au nez à la barbe, bien évidemment de Ashraf El Dogmi, mais également de Yacine l'Algérien. Oui, écoutez, c'est l'un des derniers vainqueurs d'étape encore présent dans le peloton. Quand on regarde la course de l'année passée et cette année, il est encore là, Victor Lebon, de Team Bonheur. Il a dit qu'ils avaient coché cette étape-là. Il voulait gagner une étape sur les routes du Tour. Là, il y a déjà 3 étapes de disputées sans victoire encore pour Team Bonheur. Peut-être, comme l'année passée, faire, comme on dit, bis repetita, on verra bien. Mais de toute façon, on sait que le peloton sera contrôlé par Tsenolo Pro Cycling, les Sud-Africains. Évidemment, par Gadi Propulsion, l'équipe marocaine. On n'oublie pas Team 7-Eleven des Philippines. Et Universal Cycling des Pays-Bas avec bien sûr Team SNH. Ce sont les 5 équipes pour l'instant qui ont montré de belles choses depuis le départ de Niki. Et aujourd'hui, elles vont forcément chercher à marquer, en tout cas envoyer un signal aux différents rivaux. On s'attend à avoir une course bien animée, bien rythmée, bien nerveuse. C'est ça aussi la magie du vélo. Il y aura beaucoup de courses dans la course, la quête de la victoire d'étape, la bagarre pour le maillot jaune et pourquoi pas un baroud d'honneur ou en tout cas une volonté pour ces équipes-là qui n'ont plus rien à gagner, d'aller pourquoi pas montrer le maillot devant et se faire plaisir aux nombreux publics qui, j'imagine, nous attendent pour la traversée de ces 3 départements parce qu'on part du Zou,
on traverse le Koufo, on arrive dans le Mono. Voilà. Alors, quand je parle de radiotour, pour être sur un tour cycliste, il faut avoir cet appareil. Voilà, avec cet appareil, vous aviez toutes les informations de M. Radiotour, qui est souvent avec le président de jury. Et d'ailleurs, qui vient de me passer une consigne, comme pour dire que le départ, c'est dans 10 minutes. Donc, il va falloir que je fasse vite pour retrouver mon patron de circonstances sur les routes du Tour. C'est aussi ça, c'est ça aussi Radio Tour. C'est un privilège de vivre la course à côté des coureurs, être vraiment à côté, de voir tout ce qui se passe, très près de la course et de pouvoir relayer ces informations. Parce que tout le monde dans la caravane ne voit pas ce qui se passe. Et je suis ce privilégié-là qui est l'œil et qui voit tout et qui passe l'information au directeur sportif et aux autres membres de la caravane. Voilà, merci beaucoup Albert Ogoudedi, Rachidat Biomama. Vous aviez toutes les informations et la Radio Tour, ça sonne déjà avec l'appel donc des coureurs pour se mettre juste derrière moi sur cette ligne de départ pour prendre donc la direction d'Atié. Mais ce sera au total 110 km à parcourir pour les coureurs. Merci Blaise Adanko. On va vous retrouver dans nos différentes éditions pour les différents points d'étape, parlant bien entendu du Tour cycliste du Bénin. Pour l'heure, nous sommes sur le plateau et on en vient à notre débat du jour. Justino Vieira, vous parliez il y a un instant d'avancée, n'est-ce pas, dans le monde du travail au Bénin? Bien sûr. Disais-je donc, aujourd'hui, il y a quand même des avancées qu'il faut relever, même si le tableau n'est pas totalement reluisant. Et parlant de ces avancées, j'évoquais par exemple l'obligation désormais faite aux employeurs de déclarer le personnel domestique. Oui. Je parlais par exemple des programmes qui aujourd'hui permettent aux jeunes d'être sainement occupés, d'avoir des chances de premier emploi. Je veux parler du programme PSIE, je veux parler du programme Azoli, je veux parler également de la GDZ. En tout cas, bref, tous ces chantiers qui sont ouverts. Ceci dit, il y a encore des points à combler, il y a encore des points d'insatisfaction. Et pour moi, en tant que chef d'entreprise, ces points d'insatisfaction sont principalement de la responsabilité d'abord de nous, chefs d'entreprise, qui devons travailler à consolider, à offrir des conditions relativement meilleures aux employés. Aujourd'hui, la situation est telle que, c'est vrai, nous n'allons pas tout généraliser, mais dans la plupart, employés et employeurs se regardent en chaîne de faïence. L'un qui veut qu'on améliore sa situation, l'autre qui estime que le travailleur ne rend pas suffisamment ce qu'il recherche, ce qu'il attend de lui, et par conséquent, il n'est pas question de lui poser des revendications sur la table, ou vous dira-t-il que le niveau économique de ses affaires n'est pas encore à cette étape qu'il faut pour quand même offrir un tableau reluisant ou bien une situation meilleure à l'employé. Donc, il faudrait que le chef d'entreprise ait pris de justice, ait pris de son sens humain et qui dépose un peu son manteau de pur capitaliste pour être un peu regardant, pour savourer un peu du manteau social. Et si nous laissons alors dans cette analyse, on dira que aujourd'hui en entreprise et principalement dans le secteur privé, il faut beaucoup de choses, il faut beaucoup de réformes, il faut beaucoup de sensibilisation pour que les attentes du chef de l'employeur et celles de l'employé soient vraiment conciliées. Alors, Lamatou Alassane Ouassangari, il a dit, le SG COSI Bénin, ce n'est pas encore ça. Il y a encore du chemin à faire. En attendant de lui poser la question pour comprendre un peu ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette première réaction du SG? Merci, Madame Rachida Biamama. Avant de répondre à votre question, je me ferai l'obligation, comme mes prédécesseurs, de souhaiter une bonne fête du travail à tous les Béninois et que cette journée soit remplie de réflexion pour que chaque jour s'améliore pour chaque travailleur que nous sommes. Pour répondre à la question, je reconnais que tout n'est pas rose. Il y a des avancées qu'il faut saluer, tout comme il y a des défis structurels auxquels nous devons faire face chaque jour. Et je crois que l'État, à travers les différents tests qui sont édités, à travers l'accompagnement que les services d'inspection apportent, permet d'encadrer et d'emmener de conduire à l'amélioration. On ne peut pas attendre une situation parfaite du jour au lendemain. C'est des finances, c'est des situations qui demandent beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie, beaucoup d'intervention. Et ça suit, ça accompagne. Je comprends l'impatience des travailleurs
que je suis également. Hein, on est tous travailleurs ici. Hein, donc, je comprends l'impatience des travailleurs, je comprends parfois même enfin, comment je peux l'exprimer, comme l'impatience également des employeurs. Parce que eux aussi attendent quelque chose des travailleurs, eux aussi attendent quelque chose de l'État central. Et chacun a des attentes qu'il va falloir combler. Donc, ça ne peut que faire au cas par cas. Donc, à cela, je voudrais inviter l'ESG et l'ensemble des travailleurs que nous sommes. On n'a même pas encore mené le débat. Hein. C'est maintenant que le débat commence. Alors, Kodio Henlin, qu'est-ce qui ne va pas, selon vous, pour qu'aujourd'hui, le travailleur béninois se sente, on va dire, complètement épanoui, qu'il se sente heureux d'aller au travail le matin et de revenir chez lui tranquille, en toute quiétude le soir? Merci, Rachida. Je crois que, parlant de l'épanouissement du travailleur et de ce qui ne va pas, de ce qui mérite d'être revu, je prends dans le secteur public, par exemple. Depuis 2015, une loi a été votée. En 2017, elle est mise en application. Les fonctionnaires qui atteignent l'échelon 11, ça c'est dans l'évolution professionnelle, doivent aller à l'échelon 12, conformément à l'ancienne loi. La nouvelle loi dit qu'il faut aller jusqu'à 15. Mais on a bloqué les fonctionnaires. Depuis 2017, à l'échelon 11, ils ne sont pas passés au 12, beaucoup sont allés à la retraite et ils attendent toujours que leur situation de carrière soit régularisée. Ce qui veut dire que l'État accumule chaque jour que Dieu fait des dettes sur ces travailleurs qui sont tous fâchés. Il n'y a pratiquement pas de jour, par exemple, où ils n'appellent pas pour dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Au-delà, je ne parle même pas encore d'augmentation de salaire, je parle du respect des normes éditées et établies. Des gens recrutés pour des emplois permanents sont placés sous ces contrats à durée déterminée, contrairement aux tests. Ils réclament depuis de longues années que les tests soient tout au moins respectés pour leur permettre d'aller au boulot avec joie, de se sentir... Parce que si, en fait, le travailleur est pénalisé, et c'est le test qui le dit, là, ça fait une revendication. On va dire, ah non, il faut revoir le test. Mais le test dit, il faut faire ceci. Et c'est le contraire qui est fait, ou rien n'est fait du tout. Et ça concerne des milliers de travailleurs béninois. Ou des gens, je prends l'exemple par exemple, je vais dans un collège. Des gens qui sont formés pour ne pas dépasser les classes, le niveau de 3e. Certains sont allés se faire former pour aller au-delà. Ils demandent à l'État, reconnaissons nos diplômes ou formez-nous, puisque c'est nous qui faisons le travail dans les classes du second cycle. Rien. La reconnaissance a une incidence financière. Une incidence et l'État, financière. Ça planifie aussi, n'est-ce pas? Vrai. Mais l'État aurait pu dire alors, j'arrête d'abord mes enfants pour qu'ils n'accèdent pas au niveau 2. Puisque, en fait, je dis, l'éducation, c'est la base de tout. Lorsque le travailleur qui va faire le travail, il n'est pas content ou en train de faire le travail se dit, je perds mon temps ici. Hein. Les gens ne me reconnaissent rien. Pourquoi je continue? Soyons sûrs. C'est le sentiment, c'est les retours que vous avez? Oui, c'est les retours que nous avons. Ouais. Et les programmes en cours, PSI, Azoli et autres, c'est bien, mais nous avons l'impression que, en dehors du fait que ça permette à certains d'exercer, donc d'avoir expérience professionnelle, bon, ça apporte véritablement quoi? Ils sont quand même bien rémunérés, hein, quand on regarde un peu... Enfin, à moins que... Bien rémunéré par rapport... Bon, le référentiel, c'est quoi? Nous sommes dans et je crois que même nos États se sont entendus avec le Trésor français
sur au moins le taux de l'inflation, qui, si ma mémoire est bonne, est de 5% par an. Le taux d'inflation qui est de 5% par an. Nous payons quoi? Je prends un prix inséré qui est peut-être dans Zoli ou bien dans PSI, oui, qui est ici dans Cotonou. Peut-il vraiment se louer quelque part où vraiment il pourra se reposer, aller au boulot, revenir et satisfaire ses besoins élémentaires? Pour avoir travaillé quand même je pense que... Pour avoir suivi certains, on va dire, employés, certains personnels, je vais dire, du programme PSIE, parfois ils sont payés jusqu'à près de 200 000, hein, peut-être un peu plus, 250 000. Dans Cotonou, c'est énorme quand même. Bon, je pense que 250 000, bon, honnêtement, peut tenir. Oui. 250 000 peut tenir dans Cotonou. Ça, je dois le reconnaître. Oui. Mais je prends des exemples. Dans le même cadre, plus ou moins, nous avons des instituteurs dans ce même Cotonou qui sont à moins de 100 000, les AM. Nous avons des professeurs adjoints dans ce même Cotonou. C'est toujours un programme du gouvernement, hein, et aspirant au métier d'enseignant, qui sont à moins de 100 000. Je suis totalement d'accord que GDIZ, c'est un fleuron, il faut encourager. Si on peut faire quelque chose pour aider que ça se développe davantage, aucun citoyen sincère et honnête avec lui-même ne doit s'en réserver. Mais à l'intérieur de GDIZ, comment les travailleurs sont traités? Je ne parle même pas encore du niveau de revenus, mais les sécurités, santé au travail, quelles sont les conditions? D'accord. Elles ne sont pas les meilleures, ou elles sont médiocres. Les conditions du travail à l'intérieur de la GDIZ sont des conditions médiocres. C'est des conditions qui, dans un avenir proche, vont générer chez ces travailleurs des pathologies que ce qu'ils gagnent aujourd'hui ne peuvent pas permettre de supporter. Ne soyons pas alarmistes, c'est quand même... Il y a pas mal de jeunes qui aujourd'hui trouvaient emploi. Je ne veux pas me faire ce matin, je ne suis pas l'avocate du gouvernement, c'est vrai. Nous avons Madame Lamatou Alassane et il faut dire, ce plateau, ce n'est pas aussi... On ne va pas transformer ça en lieu de revendication. On est là pour échanger sur des questions qui nous touchent tous d'une certaine manière. Lamatou Alassane... que répondez-vous au SG COSI Bénin? D'entrée de jeu, je voudrais rassurer le SG COSI que sur le site de la GDIZ, nous avons un poste avancé d'inspection du travail qui aujourd'hui permet de contrôler les conditions de travail et qui est également ouvert pour accueillir les plaintes et conseiller, orienter autant les travailleurs que les employeurs. Encore que à quelque part, au niveau d'Abomey-Calavi, la direction départementale de l'Atlantique également y est installée, la direction générale du travail à Cotonou et la direction départementale du littoral également à Cotonou. Nous faisons des descentes au niveau de cette entité quand besoin se fait sentir ou bien que nous sommes appelés. Est-ce que vous avez des retours que les conditions... Oui, nous allons pour les régler. Nous allons pour les régler. Si des cas arrivent, ce n'est pas aux centrales syndicales de se porter sur le site pour pouvoir les régler. C'est de se porter vers l'inspection. C'est notre rôle de contrôler, d'accompagner. En matière de sécurité de santé au travail, il y a des tests qui aujourd'hui ont été renforcés pour emmener l'employeur, pour obliger l'employeur à assurer la sécurité du travailleur à son poste de travail. Mais la question qui se pose également, est-ce que les travailleurs sont prêts à la culture de la sécurité? Des gens disposent d'outils de protection et ne le portent pas. Des gens disposent d'épis et ne les utilisent pas. C'est vrai. Nous avons des plaintes où des travailleurs vont vendre leurs chaussures de sécurité. Non. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Donc c'est dans
Dans la formation ouvrière, il va falloir les sensibiliser à cela. Nous faisons notre part, Monsieur le SG, et nous vous demandons de nous accompagner également. On ne peut pas attendre, l'employeur a des responsabilités vis-à-vis des travailleurs en matière de sécurité, de santé au travail. L'État a également des responsabilités. Et pour l'État, ce n'est pas d'offrir ces équipements-là aux travailleurs dans le secteur privé. Mais c'est au travail, c'est à l'employeur de le faire. Et lorsque l'employeur le met à disposition, au travailleur de l'utiliser en bon père de famille et à bon escient. Et par rapport à l'augmentation, aux augmentations salariales, aux formations, vous l'avez bien dit, ce n'est pas un plateau pour les revendications. Aujourd'hui, le ministre du Travail et de la Fonction publique recevra les cahiers de doléances des syndicats en principe. Et le cadre de concertation gouvernement-syndicat est également le cadre idéal pour pouvoir poser, pour le poser. Je crois que ça, c'est une des questions récurrentes. Et vous-même, vous savez très bien tout ce qui est mis en œuvre pour l'effectivité du déblocage pour les avancements, tout ce qui est mis en œuvre. Donc, le ministère ne dort pas, l'État ne dort pas par rapport à cela. C'est une question qui est récurrente et les lignes bougent. Les tests d'application tardent à sortir parce que chaque jour, on en vient à vouloir réviser des dispositions de ce test-là. Vous comprenez qu'on ne va pas mettre en exécution des dispositions de la loi et un an après revenir encore. Et c'est de nouvelles situations qui vont se créer. Je pense qu'il vaut mieux régler la situation. Il faut régler les situations pressantes avant d'y venir. D'accord. Merci, monsieur le SG. Merci beaucoup. Alors, le SG qui arbore un petit sourire au coin des lèvres. Pourquoi ce sourire, SG? Non, parce que les tests d'application, ça fait 8 ans que la loi est en exécution. Il faut vraiment autant de temps pour permettre aux travailleurs de jouir des avantages qui sont les leurs. Beaucoup sont partis, sont déjà à la retraite. C'est pas perdu. Depuis 2017, l'inflation suit. Les rappels seront payés avec coefficient de majoration. Bon, autant de problèmes. En fait, comme je l'ai dit au début, tout n'est pas mauvais. Il y a des efforts qui se font. Mais il faut que les gouvernants comprennent que lorsque nous sonnons l'alarme, ce n'est pas pour dire qu'ils sont méchants ou qu'ils sont des pestiférés. Non. Mais c'est pour dire ce que vous faites, vous êtes des humains. Et toute œuvre humaine est perfectible. Il faut revoir un peu la copie. Madame l'inspectrice a parlé, mais moi je dis, par rapport à l'échelon 11, c'est à la limite, bon, je n'ose pas qualifier. Mais on ne peut pas mettre 8 années pour dire on veut faire avancement d'un travailleur. Ce n'est pas normal. On ne peut pas ne pas appliquer le test. On choisit certains aspects qui intéressent, qu'on applique, et on dit non, d'autres méritent d'être révisés, on les réserve. Bon, je pense que... Je suis totalement conscient que le ministère du Travail fait beaucoup. Hein. Je suis totalement conscient. Merci de le reconnaître. Je suis totalement d'accord qu'il y a des efforts qui se font, mais à certains niveaux-là, franchement, et la copie doit être... La copie mérite d'être revue. C'est entendu. Voilà. Et il y a notamment, puisque nous avons un chef d'entreprise sur ce plateau qui est du secteur privé, dans le secteur privé aussi, ça crie un peu, Justino Vieira, les employés qui subissent des brimades, la pression, le stress au travail. Parlez-nous-en un peu. Vous savez, merci Madame Bien-Maman, chef d'entreprise, mais je n'interviendrai plus dans ma casquette de coach d'entreprise. Coach qui est souvent sollicité sur des questions de leadership, de formation, travail sur la motivation du personnel. Et lorsque nous nous retrouvons dans des missions pareilles, il se trouve que le chef est tout le temps plaintif de ses employés. Et ces plaintes sont reposées sur des arguments tels que ils ne sont pas efficaces, ils viennent en retard, ils n'accomplissent pas régulièrement leur cahier de charge. Mais quand vous écoutez
l'employé, lui, il estime qu'il est là peut-être depuis 5 ans, depuis 10 ans, et sa situation n'a pas avancé, qu'il n'est pas dans un plan de carrière, et qu'il a l'impression qu'il est en train de perdre son temps dans l'entreprise. Et qu'à un moment donné, l'engouement, la détermination, la fougue avec laquelle il est venu prendre cet emploi, il a pris service, au fil du temps, cet adheur s'émousse. Alors, moi j'ai toujours dit, dans une vision, et c'est le cas dans notre pays, ce qui laisse des trous dans la mise en œuvre des visions du gouvernement du Bénin, du gouvernement du président Patrice Talon, c'est d'abord l'être humain, les acteurs, ceux qui sont à l'opérationnel. Et quand je parle des acteurs, vous parlez par exemple du programme PSE, les employeurs, ceux qui sont envoyés dans ces entreprises. Vous allez en entreprise, l'employeur qui ne veut pas revaloriser, qui ne veut pas appliquer le bon salaire, la bonne grille à son personnel, qui ne veut pas observer les dispositions du Code du travail, qui ne veut pas respecter les conventions collectives. Non, les tests sont là, mais sauf d'application, parce que celui qui est chargé de les appliquer, pour des raisons inavouées que je ne saurais évoquer sur ce plateau, ne le fait pas. Comment pouvez-vous comprendre qu'une femme vous dit si je suis enceinte, je risque de perdre mon emploi? Mais pourtant, le Code prévoit, encadre bien le contrat de travail en situation d'employé en état de grossesse. Donc, il faut qu'on sensibilise les chefs. Je comprends également la posture du gouvernement, et ça, je l'ai su à plusieurs occasions, qui dit: nous ne voulons pas faire pression sur les chefs d'entreprise parce que c'est nous qui demandons, qui encourageons les chefs d'entreprise de créer de l'emploi. Donc, nous ne voulons pas être en même temps une hache de guerre qui sera en train de les réprimander, de les encadrer, de les mettre une pression. Ça peut les faire. Je comprends également cette vision, mais quand on laisse totalement le chef d'entreprise dans une totale liberté, écoutez, ces employés deviennent ces sous-douleurs. Les règles sont là, mais sous d'application. Vous allez jusqu'à dire parfois à des employés, allez vous plaindre à la main-d'œuvre. Mais la conséquence, parfois, il y a la peur qui les embrigade. Ah, j'y ai porté plainte, et peut-être ce qui va suivre, on dira que c'est lui qui a porté plainte contre moi et me licencier. Mais quelle est la chance que j'aurai dans un contexte d'emploi très, très difficile où le chômage sévit, même si c'est dans une proportion diverse, quelle chance j'aurai encore de me restituer, de me remettre dans un autre emploi. Donc, il subit, et les plus futés, qu'on va traiter peut-être de rebelles, iront porter plainte, iront intenter toutes les voies régulières, peut-être aller voir Mme Alassane, peut-être aller au tribunal, ainsi de suite. Mais il faut vraiment être futé, il faut avoir du camp. C'est un chemin de croix. C'est un chemin de croix, avec tous les risques que cela comporte. N'oubliez pas qu'il y a une solidarité entre certains chefs. Lorsque tu le fais avec un chef, il le dira à l'autre: ah, écoute, ne le prends pas chez toi. Hein. Tu prends ainsi un récalcitrant, il va faire rebeller contre toi tout ton personnel. Donc, il faudrait vraiment que les chefs, les employés, chacun dans son couloir, puissent s'abourer de son devoir, puissent accomplir convenablement les rôles qui sont les siens, et qu'il n'y ait pas de frustration, qu'il n'y ait pas de brimade, et que les chefs ne disent plus: ce que je lui paie, c'est juste de la pitance. Je sais qu'il ne pourra jamais prendre son envol. Alors, en tant que coach, oui, allez-y, Madame la Moi, je voudrais resituer les points de vue sur la liberté qu'offre l'État dans la conclusion des contrats. C'est sur certaines dispositions, mais les dispositions d'ordre public, on ne peut s'y déroger. Lorsque la violation de ces dispositions sont avérées, l'administration du travail a l'obligation, a le pouvoir d'interpeller le travailleur là-dessus et l'employeur sur la violation de ces dispositions, d'où tout l'intérêt du contrôle de l'application de la législation par l'administration du travail. Donc, les congés de maternité, le refus pour une femme enceinte, de tomber enceinte pendant l'exécution de son contrat est nul et non avenu dans un contrat de travail. Lorsque c'est constaté, le contrat passe par nos services ou bien l'inspecteur, avant de cela, il peut... Moi, je connais une dame, par exemple, qui travaille dans le privé, qui a eu à peine 2 semaines de congé. Non, 14 semaines de congé. 14 semaines de congé. Mais je vous dis, c'est une réalité. C'est des faits qui ne sont pas portés devant les instances.
Mais que peut l'employé face à l'employeur? C'est ça, c'est pour cela qu'il faut continuer la sensibilisation auprès des creusets adéquats, au niveau des creusets adéquats. Et les moments de concertation tripartite, ce sont des moments propices pour revenir sur ce genre de sujet. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Mais ce sont des cas, j'avoue, dans le formel, ce sont des cas rares. C'est exceptionnel. Mais dans l'informel, c'est vrai. Or, la grande frange des travailleurs se retrouve dans l'informel, dans ce secteur-là, que nous peinons à structurer. Mais nous y parviendrons, Inch'Allah. Je pense que ce qui serait plus important, c'est plus la sensibilisation. Lorsqu'un chef veut trouver quand même des raisons, des griefs pour vous licencier, il le trouvera. Hein. Je vais vous donner un exemple très simple. Contrat sur 1 an. Aujourd'hui, il y a des contrats de travail sur 6 mois. Lorsque le chef constate que vous êtes en état de grossesse, il sait que juridiquement, il n'est pas en droit de vous licencier à ce motif. Mais vous serez peut-être performant, compétent, mais il ne vous renouvelle plus le contrat. Mais il ne vous dira pas, mais rien ne le contraint à renouveler le contrat, justement. Parce que c'est un pouvoir discrétionnaire qu'on revient au regard de certaines contraintes ou bien de certains paramètres de renouveler ou de ne pas renouveler le contrat. Mais il sait, dans son intime conviction, que c'est à ce motif, mais écoutez, pour des raisons économiques, l'employé ira se plaindre où? Il ne t'a pas licencié en plein contrat, ton contrat est venu à expiration. Donc, je suis d'accord avec Mme Alassane, le langage doit être plus porté sur la sensibilisation. Il faut plus parler au cœur, il faut plus parler au côté inconscient du chef pour lui comprendre, écouter, après tout, ce sont des êtres humains. Et le lien de subordination que nous évoquons dans le contrat de travail, c'est plus un lien de coopération. Vous êtes des partenaires. Sans employé, l'entreprise n'a pas de vie. Donc, de la même façon, si vous en faites votre sous-douleur, écoutez, l'avenir de votre entreprise est hypothéqué. L'employeur attend aussi des résultats. Bien entendu. S'il n'a pas de résultats, il tape sur qui? Non, je suis totalement d'accord que l'employeur attend un résultat. Et au-delà de l'employeur qui attend le résultat, en réalité, c'est tous les acteurs de l'entreprise qui attendent le résultat. Parce que si l'entreprise coule, l'employeur aussi, il va partir, il va se retrouver au chômage. Donc, tout le monde est en principe intéressé par la performance de l'entreprise. Maintenant, lorsque nous parlons, l'exemple que le coach Vieira a pris, congé de maternité, je crois que c'est en 2022 ou décembre 2022, non 23, que le gouvernement l'a reconnu aux aspirants au métier d'enseignant qui ont commencé par travailler depuis 2019. Ils n'avaient pas officiellement droit au congé de maternité. Et les plaintes nous parvenaient tout le temps. Dans les établissements... Ils ont aussi obtenu d'être payés pendant les vacances. Hein? Oui, récemment. Oui. C'est à la même occasion que ces problèmes ont été réglés. Pour dire, si l'État lui-même qui est garant du respect des normes, en arrive à utiliser des gens sur une période, avant de se rendre compte que, attention, il y a problème parce qu'il y a des cris de détresse qui poussaient un peu partout. Je crois qu'on peut comprendre le privé qui, fait un peu comme l'État. Et par rapport... Ça veut dire que malgré tout, le gouvernement n'est pas sourd. Il entend, il essaye de corriger. Des fois, comme oui. Il peut. Des fois, oui. Oui. Des fois, oui. Et par rapport aux difficultés en fait de collaboration dans la plupart des entreprises, il ne peut en être autrement. Parce que sous nos cieux, les chefs d'entreprise sont hostiles à ce que nous appelons le dialogue social. Or, la plupart des entreprises qui ont prospéré et qui ont duré dans le temps ont comme brevière le dialogue social. Or, le dialogue social ne peut se mener qu'à des conditions, dans certaines conditions. Il faut avoir une organisation syndicale pour discuter avec le patron dans l'entreprise. Ils n'aiment pas entendre ça. Hein. Oh, la plupart des patrons sont hostiles à ce qu'il y ait d'organisations syndicales dans les entreprises. Au même moment, ils veulent avoir la paix et avoir la productivité. Ça va être compliqué. C'est clair. Il faut s'asseoir. Le patron explique ses difficultés. L'employé dit non, nous on n'a pas
selon nous, voilà ce qu'il y a. D'accord. Et le patron convainc les représentants des travailleurs, à travers le syndicat, que l'entreprise est en difficulté. Je vous assure, par le dialogue social, dans une entreprise au Bénin ici, les employés que nous avons coachés ont accepté de faire des heures supplémentaires sans être payés. Et les sous-là ont servi à acheter un groupe électrogène de grande capacité pour que le travail ne soit pas discontinu du fait des délestages. Rien que par le dialogue, on peut réaliser beaucoup de choses dans les entreprises. Il faut plus de dialogue au sein de nos entreprises. Je suis chef d'entreprise, j'ai des difficultés. Je m'assois avec les travailleurs. Ça ne marche pas. Sinon, les travailleurs disent, on voit des camions venir charger tout le temps ici. Et tu es toujours dans ton... On voit les chèques passer. Les chèques passer. On voit le boss qui change de voiture. C'est que les affaires, ça marche. Alors que le boss, c'est de ses ressources qu'il a en dehors de l'entreprise qui lui permet de faire certaines choses. Ouais. Et que l'entreprise est en train de tourner vraiment à perte. Mais si on ne s'assoit pas pour en discuter, le travail, lui, va toujours exiger parce qu'il constate que, bon, les camions viennent charger et toi, tu t'habilles bien. Donc, il faut que la tradition du dialogue social soit instaurée dans les entreprises. Très bien. Oui, Matou Alassane? Oui, d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut instaurer la tradition du dialogue social. Et c'est encouragé par nos tests. La formation, l'existence d'un syndicat n'est pas du fait de l'employeur. Ça, c'est du fait des travailleurs. L'employeur a l'obligation de reconnaître l'organisation syndicale lorsque cette organisation se crée. C'est l'émanation de la volonté des travailleurs. Ce n'est pas l'émanation de la volonté de l'employeur. Mais si j'ai mon entreprise et que vous décidez de créer un syndicat, si je suis contre, est-ce que ça va se faire? Ça va se faire. Bah, si vous forcez, je peux vous virer. Vous le savez, monsieur le SG, ça va se faire. Mais ce sont les conditions. C'est peut-être l'emmener tout le temps à la table de négociation qui posera problème. D'accord. Lorsque la constitution du syndicat se fait dans les règles de l'art, l'employeur n'a pas d'autre choix que de reconnaître qu'il existe une telle structure au sein de son entité. Très bien. Et à partir de ce moment, au travailleur de trouver les voies et moyens pour l'emmener à s'asseoir au dialogue et poursuivre le dialogue. Par contre, l'existence des délégués du personnel, ça c'est une obligation légale lorsqu'au sein de l'entreprise, on compte déjà 11 salariés. Et à partir de... C'est aussi un moyen d'encourager au dialogue social. D'accord. Merci. Merci. Alors, la question du jour, elle est celle-ci. Comment appréciez-vous l'environnement de travail au Bénin? Bonjour, Nadège Sané. Bonjour à vous, Rachidat. Bonne fête du travail à vous. Merci, bonjour à tous et bonne fête du travail à tous. Alors, les internautes ont répondu à la question du jour, j'imagine. Nos amis internautes ont effectivement réagi au post sur l'environnement du travail au Bénin. Isidore Adamaou pense que l'environnement de travail est invivable pour bon nombre de nos compatriotes. D'après cet internaute, cette situation découle principalement du non-respect du Code du travail dans le secteur privé. Pour Koumassa Maurice, l'environnement de travail au Bénin est apprécié sur plusieurs angles, administratifs, juridiques et social. Il souligne que l'épanouissement de l'employé dépend de leur sécurité sur ces différents plans. Il est donc urgent de créer un cadre de travail propice à leur épanouissement. Freud Bagidi compare plutôt l'environnement de travail à une jungle déguisée où règne la loi du plus fort. Il dit ne connaître que peu de personnes qui travaillent dans un environnement sain et respectable. Mohamed Kassim partage plutôt son expérience. Il nous dit ceci: j'ai démissionné après 9 mois dans une entreprise
parce que je vais au boulot avant 7h30 et je rentre à 22h, y compris les samedis. Et je n'ai même pas 20 000 francs d'économie après un bac plus 1 et une formation à Semeron. Je suis revenue en apprentissage de ferraille, au moins avec cette formation. Je suis patron de moi-même. Les entreprises nous prennent comme des esclaves, comme des oranges et après avoir extrait le jus, ils vont chercher des alibis pour nous renvoyer. Stanislas Sidagbo met en avant l'ambiance familiale qui règne au bureau ainsi que la simplicité et l'humanité dans les rapports professionnels. Cependant, il faut parfois composer avec les moyens matériels limités et certaines lenteurs administratives, mais cela fait partie du contexte local. Dans l'ensemble, travailler au Bénin permet de développer une bonne capacité d'adaptation et de profiter d'un cadre de vie agréable. Mario Codero, pour finir, ne partage pas l'avis de Stanislas Sidagbo. Pour lui, l'environnement de travail est une véritable jungle peu propice à l'épanouissement où chacun reste constamment sur ses gardes. Voilà donc Rachidat. Ouais. On voit à travers ces commentaires les ressentis, on va dire, des travailleurs béninois. Merci Nadège Sani. Merci à vous, on va vous retrouver demain, n'est-ce pas, toujours sur le forum de discussion. Le débat, il est presque fini. SG Cozy, vous avez entendu, n'est-ce pas, les commentaires de nos différents internautes. C'est la loi du plus fort dans le monde professionnel. L'environnement n'est pas sain, il n'est pas du tout respectable. On traite les employés comme des esclaves. Les fins du mois sont difficiles à gérer. Ce sont les plaintes, n'est-ce pas, des travailleurs qu'on a répercutées ici sur ce plateau. Alors, comment on fait pour que les travailleurs soient davantage épanouis? Parce que je me dis, ce n'est pas forcément la volonté qui manque. Pour finir, oui. Merci. Et je l'ai déjà dit, pour que le travailleur soit épanoui, il est vrai, il faut de l'argent, mais ce n'est pas que de l'argent. L'environnement de travail. L'environnement, la confiance, la facilité que l'employé a à parler de ses problèmes avec son patron, à parler des réalités du milieu de travail avec son patron. Vous revenez au dialogue. Le dialogue est primordial, indispensable. Sinon, on peut payer autant d'argent qu'on veut. Si l'environnement, le climat n'est pas ce qu'il doit être, l'employé ne va pas se sentir en sécurité dans son lieu de travail. Donc, il faut faire du dialogue social l'outil principal au service de l'épanouissement, pas seulement du travailleur et des employés, mais aussi du patron dans son lieu de travail. C'est nécessaire et nous devons chacun à son niveau, doit pouvoir travailler à ce que cela soit effectif. D'accord. Justine Vieira. Merci beaucoup, Mme Rachidat. Quelle est la solution? En tant que coach d'entreprise, je l'ai dit au début, je suis resté plus coach d'entreprise que chef d'entreprise. Dans une entreprise, lorsque nous retrouvons en situation comme ça, nous demandons souvent, il faut instaurer une culture d'entreprise formelle. Et il faut rendre ça public. Première chose. Deuxième chose, le chef d'entreprise n'est pas détaché du personnel. C'est d'ailleurs le premier personnel, le premier membre du personnel. C'est aussi le premier employé. Et donc, les règles éditées doivent s'appliquer également au chef. Il est déjà arrivé que nous sommes retrouvés dans les entreprises où on a recommandé les codis, les séances de discussion, les lundis matin ou les vendredis soirs, mais le chef ne vient pas. Et il demande que les employés le fassent et qu'on lui transmette le rapport. Donc lui, il ne se considère pas comme membre du personnel. Non, le chef est d'abord la première personne qui s'auto-applique les propres règles. La ponctualité doit venir à l'heure. Troisième chose, il faut qu'on édite, qu'on publie le plan de carrière. Lorsque je rentre dans votre entreprise, après 2 ans, je deviens quoi? Après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans, l'employé également aspire à des rêves. Il a des ambitions. C'est un véritable problème dans bien d'entreprise. Vous êtes là au bon vouloir du boss, parfois même des politiques, qui décident de promouvoir tel ou tel
et ce n'est pas toujours le talent qui prime. Ce n'est pas toujours le talent, mais dans une entreprise qui veut se donner de beaux jours devant lui, le seul critère, c'est d'abord la compétence, l'évaluation des compétences. Et il faudrait que les critères suivant lesquels on évalue la compétence, on évalue le rendement d'un employé, soient connus et qu'on pense à récompenser, à motiver le meilleur employé. Très bien. J'ai un mot de la fin très cher. Rapidement, parce que madame... oui. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Oui. C'est la fête du travail, mais c'est aussi le jour de l'anniversaire du président de la République. Oui. Et il serait bien quand même de lui rappeler ses propres propos le lundi dernier quand il recevait les filles de U17. Il dit, dans la vie, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le sacrifice, mais il faut également s'amuser, rigoler et jouer. Donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, il a promis des camps de vacances. Oui. Donc, nous vous recommandons également, faites de ce jour, amusez-vous, rigolez, jouez, vous le méritez. Madame, merci beaucoup. Rapidement. Je tiens à préciser que l'environnement de travail tel que décrit par les internautes aujourd'hui tient grandement de notre sociologie. D'accord. Et que c'est s'éduquer soi-même et ensuite s'éduquer en groupe qu'il va falloir envisager. Comme le coach le rappelait, les entreprises ont grand intérêt à éditer des tests qui s'appliquent à tout le monde de la même façon. Et pour ma part, l'État que je représente ce matin ne doit pas seulement réglementer le travail. Oui. Nous ne réglementons pas que le travail. Nous nous assurons de garantir que derrière chaque emploi, il y a de l'humanité, il y a de la dignité, il y a de la justice pour tous les travailleurs. Merci, madame. Merci beaucoup pour ce débat très instructif. Vous savez, de la question des travailleurs, on pourrait en parler des heures et des heures. Tant et tant qu'il y a pas mal de difficultés. Franchement, il faut le dire. C'est dur, c'est pas aisé. Les fins du mois sont parfois difficiles. On jongle parfois, même pour vivre, mais pour autant, on baisse pas les bras. On travaille chaque jour, on se lève le matin, on va au boulot, on donne du mieux qu'on peut pour que le pays avance. Et donc, continuons chacun à son niveau de faire cet effort supplémentaire pour que le Bénin avance. Et sans doute, allons-nous récolter, on va dire quoi, les fruits de nos efforts. Voilà, le Bénin est toujours debout. Merci à vous, chers invités. Merci à vous également. Chers téléspectateurs, comme j'aime bien le dire, hein, artisans inlassables de ce Bénin qui, vaille que vaille, avance quand même. Bravo à vous pour tout ce que vous faites au quotidien. Et surtout, prenez bien soin de vous. Il faut travailler, c'est vrai. Ne subissons pas le travail. Travaillons juste pour vivre. Allez, à demain.